Il m'avait sorti de ma retraite. Est-ce que vous avez l'habitude de faire une échographie avant d'intuber, après avoir intubé, pour rappeler ce que ça se passe? Toute honnêteté, oui, non. Non, les mieux, mais c'est un sujet de jeune. C'est vous qui êtes né à cette génération-là et vous devez savoir faire ceci. J'ai refait hier soir, à savoir combien d'articles il y avait sur le Rachid Al-Asseli, 32 000 articles. Je me dis, tu vas pas penser à l'échographie et les voies céréales, il ne pas avoir de choses. Il y a juste 16 000 articles. C'est la moitié, je ne connais pas Rachid Al-Asseli. Et si on s'intéresse à intubation difficile et échographie, il y a plus de 1000 papiers différents. Donc vous voyez que c'est un sujet qui bouge, donc c'est un sujet pour vous et qui est extrêmement important. Ce papier de 2022 d'anesthésiologie remet en place ce que c'est qu'un REU difficile. Un REU difficile, c'est un certain nombre d'items qui sont des difficultés de ventilation au masque, des difficultés de laryngoscopie, l'intubation difficile ou impossible, la ventilation difficile par un dispositif supraglottique, la ventilation inadéquate, l'extubation trachéale difficile ou impossible, et enfin les difficultés de mise en place d'une voie aérienne invasive. Quel est notre rôle anesthésiste à ce moment-là? Juste avant l'induction, c'est d'évaluer le risque de ventilation en masque difficile, c'est d'évaluer le risque de laryngoscopie ou d'intubation difficile, ça se fait en préopératoire, en pré-induction. Prédire la taille de la sonde d'intubation chez l'adulte, ce n'est pas un vrai problème, mais chez l'enfant, en cas de sténose trachéale ou chez une chirurgie thoracique, chez une femme qui n'est pas très grande et pas très grosse, c'est parfois un problème. Confirmer, et ça c'est un point extrêmement important, que la sonde d'intubation est bien là où on voulait la mettre. D'accord? Prévoir un abord transtrachéal en urgence de sauvetage, faciliter une trachéostomie, évaluer l'état de répression ou de l'initude gastrique. Est-ce que vous avez l'habitude de vous faire ceci avant d'endormir un patient en urgence ou pas en urgence? De faire l'échographie gastrique? Ça, c'est pas bien. Ça, c'est une faute professionnelle qui vous sera peut-être un jour condamnable. Vous devez savoir faire ceci, c'est dans votre métier. Il y a autre chose dans votre métier tout à l'heure. Et enfin, et ça c'est plus intéressant, détecter les patients à risque, plus rare, les patients à risque de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Comme je vous l'ai dit, sur le sujet de difficulté d'abord et échographie, il y a plus de 1000 publications. Et dans la littérature, on va trouver plus de 60 critères qui ont été étudiés, évalués. On va se concentrer sur les plus performants. Et pour ceux que ça intéresse, le papier dont la référence est à gauche, Anesthésia, septembre 2025, ils ont repris, ils ont analysé tous ces paramètres. Donc, Anesthésia 2025, septembre, et vous allez trouver déjà un résumé de tout ce qui a été fait. Première étape que l'on peut faire, c'est la prédiction d'une ventilation au masque difficile. La littérature, c'est 5 à 15% des patients chez lesquels la ventilation au masque va être difficile. Est-ce que l'échographie peut nous aider à prévoir ces patients-là? Dans toutes les images que je vais montrer, vous allez avoir la position de la sonde, la coupe échographique correspondante, et puis après les commentaires ou les choses importantes. Donc vous voyez la position de la sonde, elle n'est pas très difficile. Là, c'est une sonde abdominale. On a en haut, sur la coupe échographique, on a le plancher de la bouche. En bas, la ligne hyperéchogène où s'arrête la ligne jaune, c'est le palais osseux. Et au milieu, on a la langue. Et on sait, ça a été étudié et validé, que si l'épaisseur de la langue au niveau de sa base est supérieure à 50 mm, c'est très facile à faire, hein, vous avez certainement une ventilation au masque difficile. Vous voyez, c'est très sensible, c'est spécifique, et ça a été validé chez des patients obèses, non obèses, des patients curarisés ou non curarisés. Donc si vous avez ceci, vous allez peut-être vous dire, il y a un petit problème à prévoir. Deuxième chose, vous voyez la coupe, on a changé de sonde, mais on pourrait la faire avec la sonde abdominale. On va toujours aller chercher la langue, et on va allumer le Doppler cette fois-ci, et on va prendre un plan de coupe qui passe par les artères linguales qui vont donc s'allumer au Doppler. On va figer la coupe et on va mesurer la distance entre les artères linguales. C'est la littérature qui est à côté qui confirme ces papiers-là. Et si vous avez une distance entre les artères linguales supérieure à 30 mm, vous avez très certainement un patient qui va être difficile à intuber et il est très probablement porteur d'un SAS. Ce qui signifie que si ce patient arrive aux urgences, ça dépend des protocoles locaux, mais il y a des endroits où des patients qui ont un SAS, ils ne remontent pas dans leur chambre immédiatement. Et donc vous allez faire votre stratégie de post-opératoire dès ce moment-là. Vous voyez, c'est des choses qui se font normalement en 2-3 minutes quand on sait les faire. Donc dans les deux cas que je viens de présenter, patient qui va être difficile à ventiler au masque, peut-être qu'il faut prévoir une canule de Guedel, peut-être qu'il va falloir envisager une stratégie, parce qu'on sait que les patients qui sont difficiles à ventiler, ils sont souvent difficiles à intuber à laryngoscoper. Donc vous allez dire, ce patient est probablement difficile
à ventiler. Je vais prévoir ce que je vais faire pour l'intubation et peut-être même, je vais prévoir ce que je vais faire en post-opératoire. Est-ce qu'il passe la nuit au réveil ou est-ce qu'il va en réanimation ou en soins intensifs? Deuxième élément, c'est la prédiction d'une laryngoscopie, d'une intubation difficile. Là, la littérature et cette étude sur cette méta-analyse sur 33 000 patients, globalement, ça serait aux environs de 10% les patients qui ont un score de Cormack-Elian supérieur ou égal à 3 et 4. Les tests cliniques sont assez peu fiables. Le score de myopathie, c'est très mauvais. On continue à faire ceci, qui est un test qui ne sert pas à grand-chose en pratique, puisque sa sensibilité, c'est un tiers des patients. La spécificité, c'est meilleur, alors qu'on a un meilleur critère clinique, qui est le test de morsure de la lèvre supérieure, qui est 2 fois plus prédictif que le test de myopathie. Donc, abandonnez le myopathie, faites de la morsure de la lèvre et vous aurez des meilleurs résultats. Là aussi, quelle est la place de l'échographie? Pour nous dire, est-ce que ce patient va avoir potentiellement une laryngoscopie, une intubation difficile? On va revenir sur notre épaisseur de langue. Vous voyez la position de la sonde. Là, c'est une sonde abdominale. On va mesurer l'épaisseur de la langue. Et la littérature est à peu près claire. Il y a plusieurs papiers sur le sujet. Retenez 60 et pas 61 mm. À partir du moment où vous avez une épaisseur de langue à 60 mm, votre patient va être certainement difficile à intuber. Et on a vu qu'il était difficile à ventiler si on était sur une coupe un petit peu différente qui était orthogonale à celle-ci. Là, on va rentrer un autre paramètre qui est donc l'épaisseur de la langue, et on va la rapporter à la distance thyromentale, donc mentonnière, le menton ici, le corps thyroïde, le cartilage thyroïde ici, pardon. Et on sait que si ce rapport se rapproche de 1, le patient est probablement difficile à intuber, et plus ce rapport descend, plus le patient va être difficile à intuber. En échographie, on n'aime pas trop ce rapport, qui était connu dans la façon habituelle de travailler la distance thyromentonnière. On préfère quelque chose qui est plus facilement mesurable. Je vais vous le montrer. Il va permettre d'évaluer la mobilité du rachis. Là, il y a toute une série d'études, le papier du JAMA, donc je me trompe, qui permettaient de mesurer des angles assez complexes que personne n'a jamais fait en la consultation d'anesthésie, qui est de mesurer un point. Vous mettez votre sonde, vous voyez comment est placée la sonde. Vous mesurez en haut la pointe du menton, en bas l'osioïde. C'est pas compliqué, c'est le seul os qu'il y a dans le cou. Vous ne pouvez pas le rater. Donc s'il y a quelque chose au milieu du cou, vous mettez votre sonde comme ceci, la sonde abdominale, vous la mettez au milieu, et il y a un point qui crache, c'est de l'os, c'est l'osioïde. C'est pas possible de se tromper. Vous prenez la distance en position neutre, vous mettez le patient en hyperextension, et en fonction de la variation du rapport, en fonction du rapport, les patients qui sont proches de 1, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas le rachis, il n'y a pas de différence entre extension et neutre, et bien ces patients seront certainement très difficiles à exposer, et que les patients qui ont un rapport à 1,15, on va dire, ils sont a priori faciles à exposer. Ces renseignements, vous les avez avec un peu de stratégie. Tout ce que je vous ai montré, ça prend 2 minutes en pratique à faire. L'épiglotte, moi quand j'ai retravaillé ces papiers, je vais complètement oublier que l'épiglotte était coupée en deux par l'osioïde. Donc l'épiglotte, c'est l'os qui est au milieu. Vous voyez de part et d'autre, au-dessus et en dessous, l'épiglotte, l'osioïde, et puis la membrane thyroïdienne. Et l'osioïde, c'est un truc qui est très facile à voir en échographie. Il est au milieu du cou. Il n'y a pas autre chose au niveau du cou qui soit de l'os. Donc c'est très facile à voir. Et on va se servir de ceci. En arrière de l'osioïde, vous avez l'épiglotte. Un des critères les plus fiables, on va dire, qu'on retrouve dans toutes les méta-analyses comme étant des critères les plus fiables, c'est la distance qu'il y a entre l'épiglotte. Alors, il y a une toute petite erreur sur mon image. L'épiglotte, ce n'est pas la ligne blanche, c'est juste au-dessus la petite ligne noire. L'épiglotte, c'est un cartilage, ça ne se voit pas. La ligne blanche qu'on voit où il y a marqué épiglottis, c'est l'interface air-muqueuse. Donc, on va se monter de 1 mm, 2 mm, ça va faire 17-18. Et on va mesurer la distance par rapport à la peau. Donc, c'est tout le gras qu'il y a en avant entre la peau et l'épiglotte. Et si vous êtes à 16 mm de distance, ce patient est probablement difficile à intuber. À 24 mm de distance, il est certainement difficile à intuber. Et donc, vous allez prévoir votre stratégie avant de commencer, avant de pousser votre curare, avant de pousser vos médicaments. Et comme l'épiglotte, c'est parfois un petit peu difficile à voir et que l'osioïde, c'est très facile à voir, et ben, les collègues ont trouvé un autre critère qui est la distance entre la peau et l'épiglotte. L'osioïde, l'osioïde, c'est ça. En arrière, vous avez l'épiglotte, mais l'osioïde, c'est très facile à voir. Donc, si vous avez 10 mm, c'est une intubation probablement un petit peu difficile, et à 14 mm, il va être difficile à intuber et à ventiler. Donc, vous voyez, des choses extrêmement simples à faire, et vraiment, ça s'apprend en quelques minutes chez un patient au bloc opératoire. Et même sur vous-même, on a commencé sur nous-mêmes.
Quand on ouvre la bouche, le condyle avance en avant. C'est obligatoire. Et donc, il y a 2 ou 3 études qui ont démontré que quand le condyle ne se dépassait pas de 10 mm, c'est qu'on avait un risque d'intubation difficile parce que, en pratique, ceci mesure l'ouverture de bouche d'une façon indirecte. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a, je vous ai dit, 3 papiers, je crois, sur le sujet. Ils sont tous dans des papiers qui sont d'origine asiatique. J'en ai vu aucun d'origine occidentale. Alors peut-être qu'on a des problèmes anthropologiques qui font que c'est différent, mais tous ces papiers sont issus soit d'Inde, soit de Chine, soit je ne sais plus où. En tout cas, je ne m'en sers pas parce que c'est un critère qui est difficile de voir, de mesurer, il faut faire les images et tout. Ce n'est pas très facile à faire. Mais c'était intéressant à montrer. Donc, pour ce qui concerne prédire une intubation difficile, vous avez un certain nombre de critères qui sont très faciles à maîtriser. Aujourd'hui, ne vous fixez pas sur les valeurs métriques parce qu'il y a déjà 1000 études, mais ces 1000 études, il y en aura 2000 dans 2 ou 3 ans. Ça va être modifié. Les méta-analyses vont trouver des valeurs cut-off qui sont un tout petit peu différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez entre les mains un instrument qui va vous dire ce patient est difficile à ventiler, est probablement difficile à intuber, et que vous allez choisir une stratégie différente. Deuxième élément, et c'est important en pédiatrie, la taille de la sonde d'intubation. Il y a des études qui ont été faites sur cadavres, en IRM et tout. Le diamètre mesuré au niveau du cursus sternal de la trachée en échographie, en IRM et dans la réalité est le même. Donc les études sont valables. Et pour ceux qui l'ont oublié, quand vous dites je prends une sonde de 7, c'est le diamètre en millimètres interne de la sonde et pas le diamètre externe. Donc si vous mesurez chez un enfant une trachée à 4,5 mm, ce qui est banal chez un jeune enfant, la sonde que vous mettrez, c'est une sonde de 4. Il faut toujours prendre une sonde plus petite que ce que vous avez mesuré. Et là, vous êtes à peu près sûr que ça va rentrer. C'est intéressant dans les sténoses trachéales, les gens qui ont déjà été opérés d'une résection trachéale et qu'il faut réopérer, vous savez quelle taille de sonde vous allez mettre. Et c'est utile en chirurgie thoracique pour faire la suite de ce qu'a fait tout à l'heure Morgan. Je rappelle pour ceux qui l'ont oublié aussi que le diamètre F, c'est 3 mm, 39F, c'est 13 mm. Donc si vous avez mesuré chez une petite dame qui va se faire opérer une chirurgie thoracique et qui pèse 50 kg et vous avez une trachée qui mesure que 17 mm, et bien vous allez mettre qu'une toute petite sonde. La sonde de 39F, elle ne passera jamais. Et ça, vous le savez avant de mettre votre sonde. Il a montré tout à l'heure l'importance de la fibroscopie et tout ceci, mais ça est un facteur prédictif si vous n'avez pas une grosse habitude de ce type de chirurgie, qui est important et c'est validé dans d'autres études. Donc l'échographie est le moyen le plus rapide, le plus performant pour vous dire quelle taille de sonde d'intubation je vais mettre à ce patient-là. J'ai l'adulte qui fait 1m80, 110 kg, a priori il n'y a pas trop de problème, on sait faire. Élément extrêmement important, c'est j'ai réussi à mettre ma sonde, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est bien en place? Classiquement, on fait de l'auscultation, de la capnographie, de la fibroscopie pour les intubations sélectives, comme l'a montré Morgan. Mais est-ce que l'échographie va m'aider à faire quelque chose là-dessus? Vous avez 2 images de trachée. On est juste sur des images qui sont en sus-sternal. Est-ce que vous pouvez dire quelle trachée est intubée, quelle trachée n'est pas intubée? Il n'y a, quand vous connaissez la réponse, aucun doute possible. On va continuer, on va descendre. Cette trachée, elle n'est pas intubée, pour la simple raison que vous avez des artefacts de répétition, des fausses images, et qui se répètent à la même distance. Vous voyez les traits bleus que j'ai marqués par les flèches, ils sont tous à la même distance. Et ce qu'il y a dans une trachée qui est vide, donc qui ne contient que de l'air, c'est que vous avez l'interface air-muqueuse qui est en haut, espèce de petite courbe blanche. Je ne sais pas si je peux la montrer, je n'ai pas de flèche, c'est dommage. Voilà, ici. Elle va se répéter là, elle va se répéter là, et c'est toujours à la même distance. Ça, vous pouvez affirmer que la trachée n'est pas intubée. À l'inverse, une trachée intubée, c'est ça. On a repris les mots de l'échographie pleurale, on a des queues de comète, on a une disparition des artefacts de répétition. Et là, quelle que soit la grande image que vous avez ici, ou celle-là qui est un peu plus discrète, vous pouvez affirmer que cette trachée est intubée, qu'il y a quelque chose dedans, parce que les artefacts de répétition ont disparu. Si vous avez de la chance, si vous y passez beaucoup de temps comme moi, un jour, vous allez trouver la sonde d'intubation. Vous voyez, on a ici
la sonde d'intubation en bleu avec ses deux bords, le ballonnet qui est gonflé, quelques sécrétions. Ce sont des images assez rares, mais on peut les avoir si on y passe assez de temps. Et là, on peut certainement affirmer que la trachée est intubée. Autre élément, c'est que quand vous faites la mesure de la trachée avant et puis après avoir gonflé le ballonnet, la trachée s'élargit. Si la trachée s'est élargie, c'est que vous êtes bien en place dans la trachée. Donc, autre image, on a changé, on a 90 degrés. On retrouve ces images d'une trachée, donc on voit de façon longitudinale. Vous voyez le bord supérieur de la trachée ici. Là, vous avez des images ici, et les mêmes images-là, ce sont des fausses images. Ce sont des images qui n'existent pas. Ce sont des artefacts de répétition. Et puis, j'ai intubé la trachée, il y a de l'air, et il y a une brisure de ces images, de ces artefacts de répétition, et on voit une double ligne qui est les deux bords de la sonde d'intubation, le bord supérieur et le bord inférieur de la même sonde. Hein. C'est l'épaisseur de la sonde que l'on voit. Et en résumé, on a trois situations possibles. La trachée non intubée, l'artefact de répétition, la trachée intubée, les queues de comète, pas d'artefact de répétition, et puis vous avez mis le tube quelque part, vous avez des artefacts de répétition et à côté quelque chose qui s'est dilaté, c'est une intubation œsophagienne. Avec un tout petit peu d'habitude, si vous apprenez à faire ceci, vous allez y arriver très rapidement. L'autre élément, c'est de savoir, une fois que j'ai bien vu que ma sonde est bien rentrée dans la trachée, est-ce que je n'ai pas été trop loin? Est-ce que je ne suis pas passé à droite? Est-ce que je ne suis pas à gauche? Je fais de la ventilation en poumon séparé. Est-ce que ça peut m'aider en dehors de la fibroscopie? Ce qui va m'aider, c'est le glissement pleural. Tout à l'heure, Jean-Michel Constantin en parlait, l'échographie pleurale, c'est un élément extrêmement important que vous devez apprendre en anesthésie. Ça fait partie maintenant de votre métier. Si le poumon est ventilé, la plèvre glisse, parce qu'il y a un tout petit peu de liquide entre les deux feuillets de la plèvre, et c'est ce liquide qui scintille quand ça bouge. Et donc, si on voit la plèvre glisser, on peut affirmer que sous la sonde, le poumon ventile. Ça, c'est une image trop belle. Vous voyez que là, je ventile à la main. C'est des images que j'ai fait moi-même. Je ventile à la main. On voit très bien que ça crache, ça scintille, c'est très bien. Là, je suis sûr que je mets ma sonde ici. J'ai cette image-là. Je suis sûr que le lobe supérieur gauche est ventilé. Et puis, il y a cette image-là. Vous voyez, là, il est en apnée. Je vais ventiler. C'est pas très facile de voir vraiment une différence. On va dire que ce patient est obèse. Et puis, on a une petite chose qui va nous aider, c'est qu'on va mettre du Doppler énergie. Et dans le volume de mesure, vous allez remplir votre boîte, votre volume de mesure, à chaque fois que vous ventilez, c'est-à-dire à la fréquence du ventilateur. Et puis, j'arrête de ventiler le patient, là, il est en apnée anesthésique, et j'ai le battement cardiaque. Je vais la laisser passer une deuxième fois, parce que la première fois, elle n'est pas très facile, cette vidéo à voir. Le patient est en apnée, donc ça bouge un petit peu, ça c'est le cœur qui bat, qui fait bouger. Là, je le ventile, ça bouge un petit peu plus, mais est-ce que vraiment c'est bien ventilé? Et donc, l'astuce, c'est de mettre du Doppler énergie. Actuellement, tous les échographes font ça. Et regardez comme c'est parfaitement limité par la plèvre. Et quand vous avez ceci, vous êtes sûr que sous la sonde, le poumon est ventilé. Il n'y a aucun doute possible. Et puis là, il n'est pas ventilé. Et c'est juste les transmissions des battements cardiaques au poumon. Ça, c'est une étude qui est très très bien faite. C'est des études faites en Californie. C'est Maxime Canson, pour ceux qui l'ont connu, qui est un collègue lyonnais qui est parti en Californie. Et c'est les gens qui font de la chirurgie thoracique tous les jours. 42 patients. Ils vont faire 9 intubations sélectives gauche, volontaires, 15 intubations trachéales, 18 intubations sélectives droite. Ceci est confirmé par fibroscopie. L'équipe qui a intubé sort de la salle et on fait venir une autre équipe d'anesthésistes et ils doivent dire, à l'auscultation, comme d'habitude, si le patient est bien intubé ou pas, comme on veut. Eh bien, les anesthésistes qui sont compétents, ils font 30% d'erreurs, pratiquement 40% d'erreurs. Quand on prend un échographe, avec ce que je vous ai montré, on n'a qu'une erreur sur 42 patients. Donc c'est la méthode en dehors de la fibroscopie, mais un fibroscope, tout le monde n'en a pas tous les jours sous la main, et si vous avez un fibroscope jetable, ça coûte 250 €, c'est quand même une certaine somme. C'est la façon la plus rapide pour confirmer en dehors de la fibroscopie que le patient est correctement intubé comme on le veut. Et donc on va arriver à un algorithme qui est relativement simple. Hein. On intube, le patient est en apnée, on fait de l'échographie. On va passer ici, on va commencer ici à gauche. J'ai un glissement pleural sur le lobe supérieur gauche. Concentrez-vous ici. S'il est ventilé ici, c'est que vous êtes trachéal non sélectif à droite. Après, vous regardez à droite. S'il est ventilé, si c'est bilatéral, vous avez réussi votre intubation.
on arrive ici, on a un glissement pleural unilatéral, soit il est volontaire, vous vouliez exclure tel ou tel champ pulmonaire, et donc si c'était volontaire et que vous aviez vérifié le poumon qui était exclu, vous avez réussi. Si c'est involontaire, c'est une intubation sélective involontaire, donc probablement vous avez poussé trop loin votre sonde et qu'elle est à droite, il faut la retirer un petit peu. Et enfin, vous faites votre test d'échographie pleurale, à gauche il n'y a rien, à droite il n'y a rien, c'est qu'il n'est pas intubé dans la trachée, vous avez fait l'intubation œsophagienne. C'est la façon la plus rapide, je vous passe toute la littérature sur le sujet, de confirmer la position de la sonde d'intubation avec le moins de risque d'échec possible. J'ai passé toutes les méta-analyses qui démontrent ceci, ce n'est pas très intéressant. Ce qui peut nous concerner aussi en anesthésie, c'est des situations où on ne peut pas intuber et ventiler. Et là, il faut apprendre, et ça c'est votre responsabilité médico-légale, de savoir faire une ventilation transtrachéale en urgence. Et donc, on va descendre la sonde d'échographie un petit peu plus bas sur le cou. Ici, vous avez mis ici en violet le cartilage thyroïde. Là, vous avez le cartilage cricoïde. Et ici, au milieu, cette espèce de ligne biconcave, vous voyez, ce que j'ai mis en jaune, c'est la membrane intercricothyroïdienne. C'est là qu'il faut aller piquer. C'est très facile à faire comme vous le faites ici. Dans une situation chez un obèse, on n'arrive pas à intuber, ventiler, il y a du sang partout, je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et cette étude, entre autres, il y en a beaucoup qui ont démontré que quand on se présente à un patient, on se dit ça va être difficile. Et il n'y a pas que les vieux qui disent ça va être difficile. Parfois, les jeunes, ils disent plus souvent que les vieux que ça va être difficile. Eh bien, ce qu'on vous demande, c'est de mettre votre patient en hyperextension, la position dans laquelle vous feriez votre ponction transcricoïdienne, de le marquer sur la peau, et puis après, partir dans votre séquence d'intubation. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, eh bien, vous avez exactement où piquer. Et cette stratégie a été démontrée dans différentes études qu'elle est plus rapide, moins stressante pour l'entourage et surtout moins de complications traumatiques parce qu'il est rapporté des perforations, des transfixations de la trachée, des perforations de l'ésophage, des gens qui vont jusqu'au vertèbre pour faire ceci. Donc c'est une technique qu'il faut maîtriser et on avait publié dans l'anesthésiologie il y a quelques années, les anesthésistes doivent apprendre à faire ce geste de sauvetage parce que c'est notre métier et que personne ne va nous aider au bloc opératoire quand le patient, on n'arrive pas à l'intuber et le ventiler. On doit savoir faire ceci quand le patient est en situation, quand nous sommes en situation, je ne peux pas ventiler, je ne peux pas intuber. Autre situation qui va servir plutôt en réanimation qu'en anesthésie, c'est les trachéostomies percutanées. On retrouve les mêmes images que tout à l'heure. On a ici le cartilage cricoïde, ici, on a les premiers anneaux trachéaux. Ces images-là que vous avez ici, là et là, ce sont des fausses images, il n'y a rien, ce sont des images en miroir. Et en fonction de la technique que vous allez utiliser, soit vous piquez entre le premier et le deuxième anneau, soit entre le premier et le deuxième, soit entre le cricoïde et le premier anneau. Ce n'est pas la question très importante pour moi. Ce qui est important, c'est qu'avec ceci, vous allez repérer ce qui se passe. Et il y a des patients qui sont décédés dans des réanimations françaises parce qu'on n'a pas pris ces précautions-là et qu'on a coupé les artères thyroïdiennes, transpercé la thyroïde et qu'on ne pouvait pas, chez des patients qui étaient graves, les transporter au bloc opératoire et ils sont décédés. Donc il est fondamental, avant de faire ceci, de faire son repérage. Et il y a encore un papier très récent que je vous ai marqué ici qui rappelle ceci. Avant de faire ce genre de manœuvre en réanimation, il faut que l'on vérifie où est l'isthme thyroïdien, où sont les vaisseaux et qu'on pique dans un endroit où il n'y a pas de vaisseau, où il n'y a pas de thyroïde. On aborde pratiquement le dernier sujet, c'est quand on va faire de l'intubation vigile, on va faire de l'ALR pour des patients vigiles, on peut faire l'anesthésie de la trachée en faisant une injection transcricoïdienne, on va injecter un petit peu d'anesthésie locale dans la trachée, donc les repères c'est les mêmes que tout à l'heure, hein, mais on va prendre cette fois-ci une petite aiguille et pas une grosse aiguille. Et deuxièmement, alors là je ne vous dis pas que c'est facile, là c'est difficile. L'osioïde, quand vous avez de la chance, vous voyez de temps en temps apparaître le nerf laryngé supérieur, vous voyez, c'est ces petits. Ce nerf qui est ici, je récupère, voilà, ici, collé à l'osioïde, vous avez le nerf laryngé supérieur. Ça, c'est beaucoup de chance pour le faire. À l'inverse, faire ceci, aller repérer l'espace thyroïdien, c'est un peu plus difficile à faire. Il faut mettre la sonde d'échographie comme ceci, une sonde superficielle, repérer la corne de l'osioïde, allumer le Doppler, chercher l'artère laryngée supérieure, injecter dans l'espace. C'est pas facile, mais c'est faisable. On en a fait quelques-unes. Et ça vous permet de faire de façon élégante votre anesthésie transtrachéale, l'anesthésie du nerf laryngé supérieur, pour faire votre intubation vigile, parce que c'est un des sujets dont on va parler par la suite, autant qu'il me semble.
Je vais juste dire un mot là-dessus. Et c'est ce que je disais à mes internes, c'est qu'on est au bloc opératoire des urgences. Moi, j'ai fini ma vie professionnelle aux urgences. Et je disais à l'interne, tu fais de l'échographie gastrique. La question n'est pas que tu me dises si ça ou ça ou ça. Les travaux qui ont été faits par les collègues, entre autres les collègues lyonnais, sont remarquables, mais c'est compliqué. La question c'est, est-ce que tu peux m'affirmer que l'estomac est vide ou tu ne sais pas qu'il est vide? Si tu m'affirmes qu'il est vide, tu prends la séquence d'intubation, d'induction anesthésique que tu veux. Si tu ne peux pas m'affirmer qu'il est vide, c'est une séquence rapide. On ne meurt pas plus de séquences rapides que d'inhalation. D'accord? Et ça aussi, vous devez savoir le faire. C'est votre boulot. Ce n'est pas le pneumologue ou le chirurgien qui va le faire à votre place, savoir si l'estomac est vide. Et le papier qu'avaient publié les collègues lyonnais, entre autres Lionel Bouvet, avait démontré que chez des patients, 400 patients urgents, dont certains avaient attendu pour des raisons diverses plus de 24 heures avant d'être opérés, plus de la moitié d'entre eux, à 24 heures, ont un estomac plein. Donc, là, cette notion de 6 heures qui a été inventée, je vais dire très méchamment, par nos anciens à nous pour dire aux chirurgiens, on ne va pas commencer en pleine nuit un truc compliqué, donc on va attendre 6 heures jusqu'à demain matin, ça ne sert à rien, c'est totalement faux. Je rigole, 6 heures, c'est le temps qu'il faut pour vidanger l'estomac d'un bol alimentaire standard, classique, où il n'y a pas grand-chose dedans. Mais chez un patient qui souffre, qui reçoit de la morphine, 24 heures, 48 heures après, l'estomac est plein, il n'y a plus de transit. Donc vous devez pouvoir dire, cet estomac est vide, et je fais ce que je veux comme technique, ou je ne peux pas affirmer qu'il est vide, et c'est une séquence rapide. Un tout petit film, là, les cordes vocales, c'est un critère qui commence à apparaître, mais je n'ai pas voulu l'utiliser parce que toute la littérature dit que c'est bien, mais il ne donne pas de valeur cutoff, donc je ne peux pas vous dire que c'est bien. C'est pas très difficile à voir. Mais regardez ce patient qui a été opéré, vous allez voir l'image après, qui a été opéré d'une chirurgie de la thyroïde et qui a une paralysie d'une corde vocale à droite. Regardez, ça bat à gauche quand on lui demande de souffler, et à droite, ça bat pas. Donc vous allez contrôler votre intubation, et ce patient a pris une chirurgie de la thyroïde. Le chirurgien dit, quand même à droite, c'est un petit peu compliqué. Hein. En fonction de vos protocoles locaux, il remonte dans sa chambre, il ne remonte pas dans sa chambre. Il y a une stratégie à prévoir. Donc vous voyez l'immense étendue de ce que va apporter l'échographie dans le domaine des voies aériennes, de la ventilation, du contrôle de la ventilation. Et globalement, que ce soit chez l'enfant, l'adulte, le vieillard, le nouveau-né, de façon non invasive, vous pouvez faire ça quand vous le voulez. Vous allez pouvoir contrôler de très nombreux paramètres qui concernent votre métier de tous les jours. Et la vraie question, c'est, si je reprends ce papier ici, c'est comment faire ça? Maintenant que vous savez que vous avez des échographes dans les blocs opérateurs, peut-être pas partout, mais vous avez des échographes, il va falloir que vous appreniez ceci, parce que nous, on a la retraite, on n'a plus besoin d'apprendre, mais c'est votre boulot d'apprendre.